Créer un vent de liberté, une réflexion sur ses rêves, sur ses envies. Ouvrir l'horizon sur l'autisme. Nous sommes tous différents et nous avons tous des rêves. Salut les voyageurs! Bonjour. Bienvenue dans ce hors-série, une foire aux questions sur l'autisme et le voyage. Pour resituer un petit peu, donc nous sommes Eliane et Patrice. Et nous sommes au voyage en voilier avec nos deux enfants. Naël et Camille, 8 ans et 6 ans, à bord de Niue, un catamaran. Avec un petit projet d'ouvrir l'horizon sur l'autisme, un projet qui s'appelle Tous différents, tous des rêves. Donc voilà, bienvenue dans cette foire aux questions. On va commencer par expliquer un petit peu l'autisme très brièvement parce que nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes juste des parents d'un enfant autiste et voilà, donc il n'y a rien de professionnel dans ce qu'on va dire. Voilà, on n'a pas précisé effectivement notre fils aîné est autiste et il a été diagnostiqué il y a 4 ans. Et voilà, on exprime juste nos ressentis, notre façon de voir les choses. Voilà, et répondre aux questions, à vos questions. On parle de l'autisme, on parle également de troubles du spectre de l'autisme ou encore de TSA, Asperger et ASPI. Donc l'autisme, c'est un fonctionnement neurologique qui est différent et donc ce n'est pas une maladie. Et non, on ne guérit pas. Non, on naît, on vit, on meurt autiste. Et donc il n'y a pas de traitement. On parle de spectre parce qu'en fait c'est un grand panel. Il y a autant de formes d'autisme que de personnes autistes. Donc vous imaginez bien le spectre que c'est. Et donc les difficultés rencontrées principales sont liées aux interactions sociales et à la communication et à des comportements et intérêts restreints et répétitifs. Et il y a aussi une spécificité liée au niveau sensoriel. Donc voilà, globalement... très globalement, très schématiquement. ce qu'est l'autisme. On va commencer par les questions. Quel a été le regard autour de vous lorsque vous avez annoncé le diagnostic à vos proches? Donc il y a eu un petit peu de tout, donc surtout de l'incompréhension, du déni, et puis dans quelques cas de la compassion quand même. Mais ça a été surtout de l'incompréhension, puisque c'est vrai qu'ils ne voyaient pas dans Naël des comportements particuliers ou des choses particulières. Voilà. C'est vrai qu'on est assez... On est assez discret en fait, on va pas exposer notre vie. Après voilà, c'est toujours difficile dans n'importe quelle famille de savoir exactement ce qui se passe au sein de la famille. Donc en fait les personnes ne comprenaient pas pourquoi on allait rechercher ce diagnostic. Alors effectivement on n'est pas trop à mettre les personnes dans des cases, mais pour nous actuellement, à l'heure actuelle, on pense que c'est nécessaire pour pouvoir avancer et aider notre enfant. Et nous faire aider aussi. Exact. Parce que en fait, la société n'est pas encore assez inclusive. Donc pour nous, c'est nécessaire d'avoir ce diagnostic. Oui, après le déni aussi, parce qu'en fait, les personnes ne comprenaient pas forcément ce qu'il avait de différent. En fait, Naël était un enfant comme les autres. Et surtout que le diagnostic, on l'a eu à 4 ans. Donc à 4 ans, c'est un enfant, mais c'est normal s'il a des comportements tel et tel. Et ce n'est qu'un enfant. Et c'est vrai que c'est pas facile, on sent... Naël, c'est un peu un caméléon, donc on a de la peine à expliquer en fait le fonctionnement de notre enfant, les particularités. On ne sent pas crédible en fait. Oui, il le camoufle. Et c'est vrai que quand un ami un jour c'était une journée où on était à l'extérieur dans un parc et Naël était un peu plus comme on le voyait au quotidien, donc il avait c'était une période où c'était plus compliqué au niveau des émotions, du comportement, et là cet ami nous a dit je comprends maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez été chercher ce diagnostic, et c'est vrai que ça fait vraiment du bien de se sentir profondément compris. Quel a été le déclencheur pour vous entre le diagnostic, le bilan et les solutions à suivre sur Terre?
Donc par rapport à cette question, vous allez retrouver notre hors-série qu'on met juste en haut, où on explique quand même pas mal en détail. Notre parcours. Après, tu veux peut-être expliquer là Oui, en quelques mots. Donc, à partir de l'âge de 18 mois, en fait, on a commencé à avoir quelques difficultés à comprendre son mode de fonctionnement. Et puis, quelques mois plus tard, donc, sa petite sœur est née. Il avait 23 mois. Donc, et puis là, donc, pendant la première année de Camille, ça avait été de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile à le comprendre et à le canaliser. Et c'est là où on n'en pouvait plus et on a cherché des solutions et c'est là où on a commencé à chercher le diagnostic. Et c'est vrai que le délai en fait d'une année, les 1 an de Camille, ça nous a vraiment mis ça nous a montré qu'il y avait, ça faisait plus d'1 an qu'on avait de la peine. Donc, on galérait. Ouais. Donc en fait, on était vraiment dans une impasse et on a été chercher de l'aide. Ouais. Et donc de l'aide, donc on en a trouvé et puis on a eu le diagnostic, mais après, une fois qu'on a le diagnostic, on s'est retrouvé dans la rue. On fait quoi maintenant? Et là, on s'est tourné donc auprès d'une association de parents d'enfants autistes et qui nous a vraiment bien aidé, bien accompagné et qui nous a donné des pistes sur des thérapeutes à aller voir et on a créé un réseau de thérapeutes qui nous ont aidés à accompagner pendant plusieurs années. Et qui continuent d'ailleurs à nous aider, nous accompagner à distance. Donc on remercie toujours. Chaque fois qu'on peut, on les remercie parce que alors, c'est une aide tellement précieuse et il y a toute une histoire aussi qui se crée. Donc c'est vraiment chouette. Merci 1000 fois. Ouais. Et après, je pense que moi, ce qui nous a aidé un peu, c'est aussi que je suis un petit peu dans le domaine. Je suis infirmière et ça nous a aidé un petit peu à mettre en place le réseau, trouver les personnes ressources. Et ça, malheureusement, pas tout le monde peut le faire. Il y a des personnes aussi qui sont dans un pays et qui parlent pas forcément la langue du pays, donc c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a un laps de temps entre le diagnostic et l'accompagnement qui est un petit peu c'est un flottement, c'est pas facile. Ouais, et c'est assez long à mettre en place. Donc c'est un moment un peu complexe. Oui. Que pourriez-vous conseiller aux parents qui auraient des doutes sur la différence de leur enfant? Eh bien, d'aller toquer aux portes, de se faire accompagner et aider, et puis de croire en ce qu'ils pensent et de ne pas hésiter et garder la ligne droite, parce que on peut se faire décourager par des personnes. Ça, c'est quelqu'un qui est anti-psy, qui le dit. Anti, non, je l'étais. Jamais au grand jamais, je ne serais allé voir un psy. Non, c'est vrai que tout ce qui est rapport à la psychologie, ça peut faire peur. Et c'est vrai que Patrice a eu du mal quand même à faire le pas. Ouais, mais je l'ai fait et puis bravo. Et puis c'est très bien. Merci. Non, il faut pas hésiter à se faire aider et accompagner, puisque on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, et on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous conseille, qui nous aide à avancer. Et même si la personne n'est pas réceptive, je pense, on vous conseille de changer de personne, ou alors peut-être d'attendre quelques séances, voir si ça... Comment ça match. Ouais, ça match. Et sinon, n'hésitez pas à changer et aller toquer à d'autres portes. Oui. Je crois que c'est vous qui connaissez votre enfant, c'est vous qui avez cet instinct en fait, ce ressenti, et croyez en vous parce que c'est rare que l'on se trompe. Ouais. Et on a rencontré beaucoup de parents avec qui on a échangé avec ça, et ils disent tous la même chose en fait. Ils sentaient la chose et ils ont été donc toqués aux portes et ils ont trouvé une réponse, même si c'est pas celle que vous pensez, c'en est une autre, mais au moins au moins vous pouvez avancer et puis vous êtes aidé. Ouais. Votre enfant, au travers des vidéos, n'a rien de différent d'un autre enfant. Quels sont les signes de son autisme? Comment ça? Je comprends pas. Non, on essaie de garder aussi une certaine intimité familiale, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on montre toutes les vidéos donc avant de les diffuser à nos enfants, pour qu'ils nous donnent le OK pour les diffuser, et s'il y a des choses qui les gênent ou qu'ils n'ont pas envie de montrer, on fait des coupures.
au montage. Enfin, Eliane fait les coupures, c'est elle qui monte. Voilà, donc et puis voilà, puis bah ils vont grandir, et puis il y a certaines choses peut-être que plus tard ils vous n'ont pas montré, et puis ça, voilà, ces vidéos c'est un souvenir pour eux. Donc ils veulent peut-être pas, on veut peut-être pas montrer certaines choses quand ils seront plus grands, quoi. Et aussi, ça représente assez bien en fait ce qu'on vit régulièrement, parce que bah oui, on ne voit pas forcément que Naël est autiste, et parce qu'il y a cet effet caméléon. Caméléon, donc c'est un enfant très voilà qui a des bonnes capacités, enfin tout enfant a des bonnes capacités, il suffit d'aller les chercher. Et en fait, donc Naël, il a une très bonne capacité pour être caméléon. Donc en fait, il va se fondre dans la masse, et il va réussir à bien se camoufler. Et donc en fait, ouais, cette question, elle représente totalement les réactions qu'on peut avoir vue de l'extérieur. Oui. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, comme on disait, d'être crédible et de sensibiliser. Mais voilà, attendez, j'essaye de pas me perdre, sinon je développe trop. On va donner quelques exemples, mais sans trop rentrer dans le détail. Alors, au niveau sensoriel, au niveau du toucher, donc comme l'épisode 46, dernier épisode avant la transpac, on parlait du sable dans les chaussures, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Naël, il va aussi ne pas du tout apprécier avoir des liquides en fait reçus sur lui. C'est paradoxal sur un voilier quand même. Hein. Très paradoxal. Mais voilà, si on est au milieu d'une rue, qu'il boit sa gourde et qui se mouille, en fait, il est capable de se déshabiller, de se mettre nu. Selon quel vêtement a été touché, et voilà, donc c'est des choses qu'on doit l'accompagner, et il y a des endroits c'est pas possible de le faire, et voilà aussi il doit respecter aussi son corps, de pas le montrer aux autres. Donc voilà, il y a tout un apprentissage par rapport à ça. Et donc ça dépend vraiment du contexte en fait. Donc selon le contexte, oui, il adore l'eau en fait, il adore jouer dans l'eau, il adore éclabousser et autres, mais il faut être dans le contexte. Ouais. Donc il faut être sur la plage par exemple, là il n'y a aucun souci, quoi. Et donc pour se mettre dans le contexte, par exemple quand on prend l'annexe, donc c'est notre petite voiture qui nous permet d'aller à terre depuis le voilier, s'il y a trop de vagues et qu'il y a un risque d'être mouillé maintenant, donc il a trouvé un système, il se met en maillot de bain tout simplement, et donc pour lui il assimile maillot de bain c'est baignade, il peut être mouillé, donc c'est ok pour lui. Donc c'est super parce qu'en fait il peut mettre vraiment, il est en train de mettre en place plein de stratégies. Voilà, il voit un nuage, c'est ce gros ciel bleu, il voit quand même un tout petit nuage à l'horizon, il y a un risque de pluie, pas forcément, mais voilà, il va prendre son kawaii avec, donc c'est chouette de pouvoir qu'ils mettent des stratégies. Après on essaye d'apprendre aussi l'inverse, parce que le jour où il a pas son kawaii, ou il a pas son maillot de bain, même pour plus tard, ça risque de causer problème. Donc voilà, il y a des imprévus qui peuvent arriver, et donc on lui apprend aussi les imprévus. Sensoriel et aussi le buccal, c'est un enfant qui met beaucoup de choses encore à la bouche. Voilà, il a bientôt 9 ans, il met beaucoup de choses à la bouche. Et par exemple, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse attention, parce que par exemple, une fois qu'on a navigué, il y a plein de sel sur le pont du bateau, et il va aller lécher le sel, il va en manger. Donc voilà, c'est pas forcément bon pour le corps, donc voilà, il faut être attentif à ces petites particularités. Et puis voilà, il apprend par l'expérimentation, et donc il expérimente beaucoup de choses. Donc on arrive au toucher, Voilà, au toucher. Donc par exemple, hier, là, on était sur la plage, il a voulu faire un petit feu, et puis voilà, et puis il touche de plus en plus près le feu, et puis il s'est brûlé, quoi. Mais il a besoin de ça. Il a besoin d'expérimenter les choses. Ça, c'est quand même pas trop cool et un peu limite, mais voilà, il a vraiment besoin d'expérimenter pour intégrer en fait, comme les stylos, il va démonter les stylos pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Voilà, surtout des stylos qu'il connaît pas en fait. C'est des petits exemples parmi tant d'autres. Donc il faut cacher ses affaires. Parce que il peut tout prendre. Voilà, il faut il faut avoir des yeux un peu partout. Parce que il peut quand même se mettre en danger. Après, il y avait aussi le niveau vestibulaire, il est beaucoup en recherche de sensations. Voilà, il va faire des pirouettes dans l'eau. Alors oui, un enfant fait des pirouettes dans l'eau. Après, un enfant, quand il le fait peut-être, je sais pas, 25 fois à la suite, il recherche ce besoin et il essaye d'assouvir quelque chose.
Et il y a la dernière chose au niveau auditif aussi. Alors c'est pas encore trop fort chez lui, c'est pas handicapant. Mais ça peut être désagréable en fait quand on arrive dans un restaurant, s'il y a trop de bruit, il a besoin de 5-10 minutes d'adaptation. On l'a beaucoup vécu en Colombie, parce qu'il y avait là en Colombie c'était dans la rue, dans les restaurants, il y a de la musique à fond et voilà, donc à chaque fois quand on rentrait dans un restaurant, on rentrait un peu à reculons en écoutant est-ce qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de musique, beaucoup de choses, et voilà, s'il y avait trop, il voulait changer de restaurant. Après, il y a au niveau des passions, donc on appelle ça aussi intérêt spécifique ou intérêt restreint, mais qui est un peu péjoratif, à notre sens. Ouais. Donc, il va passer beaucoup de temps en fait sur un sujet, sur un jeu, plus de temps qu'un autre enfant. Voilà, quitte à, là, il est dans les dinosaures. Les dinosaures, là, par exemple. Donc, tout tourne autour des dinosaures, toute la journée, la nuit, tout le temps, des dinosaures. Alors il y a des côtés très très positifs, puisque c'est grâce à ça qu'il est rentré vraiment dans la lecture autonome. Donc c'est une super chose. Il y a peut-être pas 2 semaines. Hein. Ouais. Donc par contre, voilà, sa petite sœur par exemple, elle en a ras-le-bol des dinosaures. À chaque fois qu'il y a un jeu, c'est un jeu qui tourne autour du dinosaure. La petite sœur grandit, donc maintenant elle commence à dire ce qu'elle préfère moins. Elle doit bien jouer à autre chose qu'au dinosaure. Et après, alors il va pas aller en détail. Alors quoique maintenant, comme il a la lecture autonome, il commence à intégrer, à creuser les sujets. Avant, il était très en surface. Donc là, il commence à creuser les sujets. Il y a la période des dinosaures, est-ce qu'ils ont vécu ensemble ou pas, est-ce qu'il est herbivore, carnivore, etc. Et puis il y a les bruits. Il y a les bruits de dinosaures au quotidien. Donc voilà, non mais c'est des belles passions et ça lui apprend beaucoup de choses et ça lui permet d'évoluer. Voilà, on en profite aussi parce que, en fin de compte, il déteste l'écriture, donc on essaye de pas trop en mettre durant l'école. Et là, en fait, tout seul, il va réécrire dans son petit cahier qu'il a fabriqué tous les noms des dinosaures. Et bien voilà, du coup, c'est tout bénef. Des pages d'écriture. Ça lui fait des pages d'écriture et qui l'intéressent. Et du coup, à l'école, on va pratiquement pas faire d'écriture. Puisqu'il en fait tout seul. Ouais. Donc ça c'est chouette. Après l'autre point c'est au niveau social. Donc Naël a toujours eu une approche un peu maladroite. Alors c'est un enfant qui est très très sociable. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça pour évoluer, pour je pense qu'il est très intéressé dans les relations sociales. Après, il comprend pas forcément tout, et puis des fois, il est maladroit, et surtout, ça lui demande beaucoup d'énergie. Ouais. Donc en fait, il ressort crevé, pas forcément le jour même, mais ça peut être sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours après. Ouais. Excusez-moi pour la caméra. Ça peut être sur plusieurs jours après, et voilà, il faut qu'il sache encore se réguler par rapport à ça. Mais il est encore jeune. Hein. Ouais, donc il a envie, mais ça lui demande trop. Mais maintenant, il dit non, aujourd'hui je veux pas parce que je suis trop fatigué ou je peux plus. Mais c'est dur parce qu'il a envie d'aller en fait. Il a envie d'aller jouer. Donc en fin de compte, il y va toujours. Ouais. Mais au premier abord, il dit non, je suis trop fatigué. Et il commence à dire des choses parce que par exemple, il disait que il préfère d'être avec les enfants qu'avec les adultes parce qu'en fait, il sait jamais quoi répondre quand on lui pose des questions, quand les adultes lui posent des questions. Là, il arrive à nous expliquer. Il me dit mais ouais maman, on dit merci, mais quand est-ce qu'on dit merci? Je sais jamais quand dire merci en fin de compte. Donc voilà, il faut voir avec lui. Il commence à exprimer en fait les choses. Et ça, il a du mal à mettre en œuvre. Et ça, c'est des pistes énormes pour nous parce que on peut l'aider du coup. Et c'est plus facile, on a plus l'accès à ses besoins. Au niveau c'est très récent. Très. Il y avait déjà une année ou deux, il y avait des petites bribes comme ça qui venaient. Et puis là, on a eu 2-3 trucs très chouettes. Au niveau des émotions, Naël et les émotions. Naël, les émotions. Donc Naël, il est très beaucoup d'émotions. C'est pas facile parce qu'il part très haut dans les émotions et en fait, il a beaucoup de peine à redescendre suivant avec quel enfant il est en fait. Donc ça rejoint social, émotion. Hein. Il vaut mieux pour lui et pour nous qu'il joue avec des enfants plutôt calmes, posés. Qu'avec des enfants qui sont plutôt plus dynamiques et énergiques parce que il monte et il n'arrive pas à canaliser ses émotions, il n'arrive pas à redescendre et ça part en vrille au bout d'un moment quoi.
Puis après, il y a un petit peu de, pas de collage, enfin, il copie un peu. Donc en fait, il va revenir et puis on va avoir l'impression d'avoir l'autre enfant avec nous et plus Naël. Donc il y a ces deux aspects qui c'est compliqué. Et c'est vrai que on n'est pas très drôle, hein, nous, c'est vrai. On était un peu plus drôle avant. Non, juste pour dire qu'on s'est un petit peu enfermé en nous, en fait. Je sais pas comment exprimer. Parce que dès qu'on veut jouer ou enfin jouer les chatouilles, des choses comme ça, ou quelque chose qui va l'exciter, en fait, ça part en vrille, quoi. Donc du coup, on peut donc, plus. Nous, dès qu'on fait les foufous à bord, et ça part. Ça part. Enfin, à bord ou à terre. Hein, ça. Infernal, et en fait, on n'a pas trouvé encore comment l'aider pour pouvoir redescendre rapidement, parce qu'en fait donc ça tout part en vrille, donc tout le monde part en cacahuète et donc on s'énerve, et c'est plus un plaisir en fait, le plaisir du départ de rigoler tout ça. Donc en fait c'est difficile de rigoler avec lui parce que ça part en vrille. C'est marrant, on regardait aujourd'hui une publication des Mariel Trotters, super conte, des vidéos, et en fait, il disait que lui, il remontait, il a toujours aimé monter aux arbres, et là, il remonte aux arbres. Et c'est vrai que, à force de grandir, on perd l'enfant qui est en nous. Et je pense qu'on l'a perdu encore plus. Ouais. Donc, on va essayer de le retrouver, cet enfant qui est en nous. Ce serait chouette de pouvoir le retrouver, et ça serait une dynamique un peu plus rigolote, et voilà, d'être un peu plus joyeux quand même, parce que on s'est fermé un peu dans nos rigidités, dans notre façon de vivre pour aussi, pouvoir. Ouais. Ah. D'accord. Ouais, je suis chouette que tu puisses exprimer. Donc voilà, on va essayer de retrouver tout ça et on avance petit à petit. C'est pas encore facile, mais on avance. Continue. Des petits rituels. Naël a des petits rituels. Oui, il a sa chambre qui est toujours assez bien rangée, les choses qui sont à leur place, les souvenirs des endroits. Il a sa place à table qui est toujours la même, qui est difficile à changer. C'est très difficile quand on a des invités à bord. Voilà, il impose à tout le monde sa place. Et si quelqu'un veut s'y mettre, ou alors la personne est chanceuse. Ouais, mais c'est rare. Après, il va. On expliquera, je crois qu'il y a une question plus tard, donc on expliquera un peu plus les rituels, parce qu'on en parlait. Et puis, après, ce qui était dur aussi, c'est qu'il a des recherches d'inattention qui est pas forcément, qui est un peu inadéquate. Voilà, des choses, non, Naël, ne te pose pas sur la table comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire pour attirer l'attention? Il va le faire encore plus, plutôt qu'aller de venir en contact ou d'aller venir chercher prendre un livre, le lire, voilà. Et ça, c'est des choses qui peuvent être très difficiles à gérer pour nous, parents. Et donc c'est pour ça qu'il faut valoriser les choses positives et ignorer les choses négatives pour le faire aller dans tout ce qui est positif. Pas facile. Nous on voit ça comme ça, mais voilà. Et puis je crois que on va aller, parce qu'après vous allez être saoulés. Après on répond aux questions, si jamais vous avez d'autres questions en privé, il n'y a pas de souci, on est tout à fait ouvert à ça. Quels sont les bénéfices de votre voyage sur lui et sur vous tous? Eh bien, il y en a beaucoup, des bénéfices. Qu'est-ce qu'on a mis déjà, il va à son propre rythme. Ça, je crois que c'est une des choses les plus positives, puisque voilà, il n'y a pas de contrainte de timing, d'horaire, de se réveiller à telle heure le matin pour aller prendre le bus, aller à l'école et tout. Non, il dort ce qu'il peut, ce qu'il veut. Il se réveille à l'heure qu'il veut. Il se réveille très tôt. Mais s'il a besoin de faire une petite grasse matinée, il fait une grasse matinée. Et voilà, il n'y a pas de contrainte d'heure. Donc on fait l'école quand on a pris le petit déjeuner, peu importe l'heure, on fait l'école après. Par contre, on a le même rythme, sinon ça chamboule. Voilà, on se lève, on prend le petit déjeuner, on se lève les dents, on fait l'école. Pas de jeu entre les deux, sinon après ça part en cacahuète. Ça, on en parle dans la vidéo sur le mouillage, qui est la dernière. Mais donc il faut garder le rythme, mais on va à son rythme. À son rythme. Et donc ça, c'est très bénéfique, puisque finalement, il est reposé, il n'est pas stressé, il est bien, et Camille aussi. Et, voilà, et en fait, ça permet d'avoir moins de transition.
Enfin, d'être dans un voyage comme ça, on a moins de transitions. Les transitions, pour Naël, c'est très compliqué. C'était une des choses où on avait le plus de mal quand on vivait sur Terre. Donc, de passer de l'appartement à l'école, revenir de l'école à l'appartement. Donc il y avait beaucoup de transitions et elles étaient quand même rythmées. Elles sont rythmées et rapides. Donc là, elles sont beaucoup plus lentes. Donc en fait, on supprime une bonne partie des problématiques, des crises, du stress pour lui, de l'anxiété. Donc c'est très favorable. On a appris à beaucoup anticiper et beaucoup expliquer les choses et on est toujours on est toujours dans des plannings à expliquer ce qu'on va faire dans la journée, ce qu'on va faire dans la semaine. C'est sûr qu'on n'a pas tout enlevé. Hein. Enfin, c'est pas possible. Non, alors c'est moins écrit qu'avant, puisqu'avant on faisait des plannings vraiment avec des pictos et autres. Maintenant on fait moins, ça nous arrive d'en refaire. Il le fait lui-même d'ailleurs. Dès qu'il voit que ça coince, que ça va pas cette journée. Il se fait son propre planning, il le valide avec nous et ça lui permet de savoir ce qu'il va faire dans le temps. Une autre chose qui est superbe, c'est que Naël a une soif d'apprendre, d'apprentissage et de découverte. C'est un enfant qui peut... Alors c'est un peu contradictoire parce que on dit que les personnes autistes aiment beaucoup les choses répétitives. Naël, c'est un peu différent par rapport à ça parce qu'il aime les nouveautés quand même. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Parce que c'est quelque chose où il peut apprendre. Donc en fait, il est servi ici. Mais par exemple, quand ça fait trop longtemps qu'on est à un endroit ou qu'on navigue trop, la navigation, je crois qu'il a fait un petit peu le tour. Donc c'est moins intéressant pour lui. Ce qu'il veut maintenant, c'est quand même d'aller voir d'autres paysages, d'autres cultures, d'autres rencontres. La voile, il est moins à poser de questions. Il est passé un peu par-dessus, non? Oui, parce que aussi, il n'est pas dans un âge où il peut trop faire les winches, hisser la voile. Il faut quand même de la force physique et de l'écoute en fait. Et de l'écoute, il n'est pas encore là-dedans, quoi. Peut-être que ça viendra avec l'âge. Puis nous, peut-être qu'on n'ose pas aussi parce que il peut quand même se coincer les doigts. Enfin, il peut y avoir des grosses répercussions. Et on a vu 2-3 fois, où il touche les taquets sans vraiment prendre conscience du danger qu'il peut y avoir. Donc on peut pas travailler sur tous les fronts, on peut pas lui apprendre tout, donc ça viendra. On a encore un petit peu de temps. C'était aussi, on avait mis d'augmenter en fait le champ des possibles par rapport à ses passions et puis d'avoir du temps en fait pour ses passions. Un temps, j'avais lu que c'était pas forcément bien de laisser les personnes autistes dans leur passion. Je pense que c'est faux, ça les valorise, ça les ressource. Et du coup, Naël, il a beaucoup de temps pour ça. Et puis c'est là où ils apprennent beaucoup, quoi. Ils évoluent énormément. Et on peut les utiliser pour plein de choses. Pour plein de choses, Et ça leur force, en fait. Et en fait, de pouvoir voyager, ça augmente, en fait, le champ des possibles. On a commencé à avoir des cargos, il a commencé à développer en fait une passion pour les cargos. Les moteurs hors bord. Les moteurs hors bord, c'est là où il a commencé à calculer, à multiplier. Donc ça lui ouvre. Quand il y a 3 moteurs de 140 chevaux, ça fait combien de chevaux ça Donc ça lui ouvre vraiment les champs des possibles, ce voyage. Après, c'est super intéressant parce qu'au niveau social, alors peut-être on reviendra aussi, mais on a moins de relations sociales, mais ça peut être négatif, mais aussi positif. Au niveau social, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il va apprendre d'autres codes sociaux, parce que c'est d'autres cultures, c'est d'autres façons de faire. Il va apprendre le non-verbal. Qui est un peu compliqué, le non-verbal il est aussi différent en fin de compte. Donc c'est enrichissant pour lui. Les panneaux de circulation, les panneaux dans la rue, c'est une autre façon, une autre façon de faire. Donc des fois, il apprend. Quand on est sur un sentier de randonnée, ça vous pouvez le faire, ils peuvent le faire aussi en Europe et tout ça, mais ils apprennent en fait tout ça, c'est des milliers de façons d'apprendre et en fait ça va l'enrichir, je suis sûre que ça va l'aider pour plus tard au niveau social. Pour se débrouiller, pour développer, ça développe son autonomie aussi. Et en fait, tout ça fait aussi qu'il y a moins de fatigue, il y a moins de stress, et
par ça, en fait, comme il est moins fatigué, il a moins de stress, je pense qu'il apprend plus sur lui. Par exemple, même si des relations qui sont compliquées, quand il revient à la maison, au bateau, il est peut-être fatigué quelques jours, mais après, je pense qu'il a le fait d'être moins fatigué, moins anxieux, bah forcément, tu es un petit peu plus lucide sur ce qui s'est passé dans ta tête. Et ouais, je pense qu'il apprend peut-être plus facilement de ça. Et puis, il augmente en fait sa confiance en lui. Parce que aussi, nous, on est moins stressé, on est aussi moins anxieux, on a plus de temps, donc on lui fait plus confiance, on l'accompagne plus en fait dans ses apprentissages. Et du coup, il est plus autonome. Et puis, qui dit autonomie dit confiance en soi. Ouais. Donc en fait c'est un cercle vertueux. C'est super chouette. Et il y a aussi le rythme, avancer au rythme de l'école en fait. Ouais, le rythme de l'enfant, ça c'est important. La lecture pour était. Pour les deux, c'est parfait. Ouais. La lecture était difficile et maintenant il y est et il avance tranquillement. Et puis au niveau, pour nous en fait, ce que ça a apporté, c'est au niveau climat familial, c'est quand même vachement plus serein. Bon, c'est quand même... oui, il y a encore des tensions, mais... C'est quand même tendu. Sauf que là, je vous le dis ouvertement, je ne sais pas combien de personnes vont regarder cette vidéo, mais je suis très fière de Patrice. Bon, ils peuvent être fiers de lui, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui est... Non, mais on a passé là 3 semaines au Perlas. Dans un niveau de sénitude jamais atteint. C'était vraiment... jamais atteint. Exact. C'était vraiment super chouette. Et tout de suite, on est plus amoureux, on a plus envie de faire des choses ensemble, tous ensemble. Enfin, c'est chouette, quoi. Ouais. Je peux le dire, hein? Oh, mais bien sûr. Je coupe pas. Non, on ne coupe pas au montage. Et donc, et voilà, donc c'est plus serein. Et puis, il y a un meilleur équilibre aussi avec Camille. Oui. Parce que il retrouve en fait on retrouve un équilibre dans la fratrie. Et puis ce qu'on disait aussi, il y a aussi un équilibre papa-maman, parce que en fin de compte Patrice travaillait avant, moi je ne travaillais pas, je faisais beaucoup les suivis et maintenant c'est équilibré. On fait 50-50 à peu près. Quoi? Un peu plus les mains sur le moteur, un peu plus les mains à la cuisine, mais ça va. Voilà pour cette question. Passons à la suivante. Comment se passe la ritualisation avec les déplacements perpétuels? Les rituels, eh bien, le bateau, c'est notre point d'ancrage. Comme la personne, comme au figuré. La personne qui écrivait la question supposait justement que c'était notre point d'ancrage, donc effectivement, c'est notre point d'ancrage. Bah oui, donc c'est notre maison, c'est là où on retrouve nos petites habitudes, nos routines, nos rituels. Avec ce changement de vie, on n'a pas vu d'augmentation de ritualisation de la part de Naël. Par contre, alors bon, il a plein de rituels en fait, plein de points d'ancrage ici. Il y a sa place qui est attitrée, entre guillemets. Quand on navigue, il a ses vêtements de navigation. Ça peut changer, mais là en général c'est assez... Quand on sait que le matin donc on part en navigation, donc il s'habille en tenue de navigation. Quand on va remonter l'ancre, quand on quitte le mouillage, il vient voir. Quand on arrive dans un nouveau mouillage, il vient voir aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le rangement de sa chambre. Il sait en fait à quoi s'attendre en guillemets dans les différents lieux. Il sait que il arrive dans un nouveau lieu, donc il y aura une nouvelle découverte. Donc en fait, ça reste pareil. Il y a juste peut-être le passage du canal de Panama où c'était plus compliqué parce que donc déjà il y avait mon papa, après il y a eu les onliners qui ont dormi en plus à bord, plus le pilote, ça faisait beaucoup. Ouais. Donc et là, puis l'histoire qu'on a racontée dans une vidéo aussi où pour nous, c'était un passage important, le canal de Panama. Et en fait, il s'attendait à avoir de gros changements de l'autre côté. Et en fait, c'était pareil de l'autre côté. Donc il n'a pas compris. Les plages. Et donc, voilà, ça a été compliqué. Mais sinon, je crois qu'il a intégré que il y a des changements de culture, des changements de monnaie, des changements de langue. Donc tout ça, il a intégré. Après, il est en sécurité sur le bateau. Il a ses choses à lui sur le bateau. Il sait que c'est sa sécurité, qu'on peut, s'il a besoin, il peut rester ici et qu'il n'y aura pas de souci en fin de compte. Donc je pense que c'est important de voyager. Si on voyage au long cours avec des personnes atypiques, c'est important d'avoir un point d'ancrage comme ça. Quelle est votre plus grande difficulté quand vous préparez votre voyage?
Ben, c'est respecter le planning que l'on avait donné, parce que quand il y a des changements, des imprévus et autres, donc c'est toujours un peu compliqué, mais il y en a beaucoup de toute façon. Mais voilà, on établit des plannings régulièrement et continuellement, mais en avertissant que peut y avoir des imprévus, ça peut changer, ça peut être, mais voilà, il y a une ligne directrice que l'on suit et que l'on explique aux deux, et puis et qu'on essaye de s'y tenir. C'est vrai que chez les personnes autistes, les imprévus, c'est pas toujours évident, très bienvenu, évident. Et bon, on y travaille. Ouais, on y et travaille, en fait, je pense qu'on y travaille fort parce que il y a quand même beaucoup d'imprévus. Il y a beaucoup d'imprévus, des petits imprévus, mais mais il y en a toujours. Il y en a, ouais. Et mais voilà, on y travaille et voilà, il les accepte, ces imprévus. La plupart du temps, il les accepte. Ouais. Après, je pense qu'il a il a de quoi se ressourcer derrière, donc oui. Ça équilibre le tout. Avez-vous été confronté à de nouvelles problématiques autistiques quand vous avez embarqué? Non. Alors, on n'a pas eu de nouvelles problématiques. Par contre, l'appropriation du lieu du bateau a été quand même, au début, a été très longue. Il était un peu en colère en fait. Il se cognait partout, il était à l'étroit, il trouvait pas ses marques. Ouais. Et là, du coup, on a eu une augmentation des signes autistiques. Mais voilà, ça a duré un temps, et une fois qu'il s'est fait à ce nouveau milieu, ça a été très bien, quoi. Et c'était et on voit qu'il fait il est bien parce que à un moment donné je sais plus, on parlait de budget et on disait bon, au pire on arrête un peu avant le voyage. Et Naël, il a une audition qui est très très développée. Donc même s'il est dans sa cabine ou que nous on chuchote à l'extérieur, il nous entend. Donc on entend une petite voix dire ah non, moi si c'est comme ça, pendant la Transpacifique de Patrice, je rentre pas à Genève, je vais directement aux Marquises, comme ça on économise un peu puis on continue le voyage plus longtemps. Eh oui. Donc ça veut tout dire. Votre voyage a-t-il changé votre regard sur les autres? Alors, c'est une question qui est dure. Votre voyage a-t-il changé votre regard sur les autres? Je pense que notre regard n'a jamais été figé. Enfin, en tout cas, là, je parle pour moi. Il n'est pas figé. Et en fait, il change en fonction des rencontres, des partages et des épreuves en fait, qu'on a tout au long du voyage. Et le fait donc de ces cultures aussi, d'autres cultures différentes. Et en fait, c'est des cultures qu'on connaissait déjà un peu, parce qu'on a quand même pas mal voyagé avant, donc on sait qu'elles sont présentes. Mais c'est vrai que plus moi j'avance là-dedans dans le voyage, et plus mon regard en fait il va être grand. Et en fait je vois comme ça, un peu comme si j'emmagasinais toutes les possibilités en fait d'un être humain. Et ça me donne en fait des réponses lorsque, par exemple, je me pose des questions sur certaines personnes, comment elles fonctionnent, pourquoi elle a dit ça, machin. Et en fait, ça me donne des infos. Je fais ah tiens oui, il y avait eu cette personne-là. Et du coup en fait, et voilà, du coup oui ça aide et ce regard, il change en fait. Je pense qu'il est continuellement en mouvement. Et par rapport à ce regard, est-ce que il nous a apporté de nouvelles ressources que nous n'avions pas encore exploitées? Ça ouvre davantage sur les autres. C'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur la différence, sur la culture différente, sur les gens. Prise de recul en fait. Aussi, ouais. Et en fait, ça nous permet aussi on arrive à vivre à 4 dans un endroit clos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le fait, on se dit toujours, en fin de compte, tu vois des personnes, qui dorment dans un hamac en plein milieu de la nature, qui sont dans une petite hutte à 10 personnes, donc ça permet une autre vision, et puis ça te donne des ressources supplémentaires pour pouvoir avancer là-dedans, et puis d'accepter en fait ce qui est peut-être plus difficile dans le voyage pour toi, et aussi d'accepter en fait l'aide d'autrui. Ça c'est aussi une ressource qui était difficile à mettre en place.
Je ne sais pas si on a répondu à cette question correctement. En tout cas, elle nous a bien creusé les méninges. Un clin d'œil à Mr. Luc. Comment vos enfants vivent-ils l'appréhension du danger en mer? En ont-ils conscience? On va peut-être vous faire peur là-dessus. Ouais, bah, ils sont un peu jeunes, 6 et 8 ans, alors du coup, le danger, ils ne connaissent pas, quoi. On n'a pas vraiment conscience... non, mais... On n'a pas vraiment l'impression qu'ils ont conscience du danger. Mais cela dit, voilà, ils sont très à l'écoute. Voilà, on a mis en place des consignes de sécurité et ils les respectent très bien. Donc, même s'ils n'ont pas conscience du danger, ils respectent les consignes qu'on a mis en place. Ouais. Les personnes atypiques, en général, quand il y a des règles, elles sont respectées. Oui. Donc, les règles sont mises par rapport à ça. On n'en déroge pas. Oui. Et voilà, ça se passe bien. Après, il faut savoir qu'ils savent nager. Qu'on a toujours un œil sur eux. Hein. Et voilà, quand ils vont à l'avant, ils nous demandent chaque fois, maman, est-ce que ils ne vont pas à l'avant sans qu'ils aient demandé la permission d'aller à l'avant. Ils ne sortent pas du cockpit s'ils n'ont pas demandé. Ils ne sont pas à l'extérieur si il n'y a pas un adulte à l'extérieur, etc. Ouais. Non, on reste, même voilà, si ça nager et tout ça, et on reste hyper vigilant avec ça. Et non, je pense pas qu'ils ont... Il y a deux choses qui nous font penser aussi qu'ils n'ont pas conscience du danger, parce que bon, Naël, déjà, il rigole avec le radeau de survie. Il n'arrête pas de plaisanter avec ça. Ouais, alors déjà, moi qui suis pas rassurée, alors on va utiliser le radeau de survie pendant la Transpacifique. On va éviter. On va éviter, voilà, des petites blagues comme ça pas très cool. Et puis aussi, on était, il y a pas longtemps, les enfants avec d'autres enfants se sont fait prendre dans un courant parce que la marée descendait. Et en fait, les autres enfants tu voyais sur leur visage qu'ils avaient peur, ouais. Et en fait, nos deux enfants, pour nous, ils n'avaient pas peur du tout. On en a reparlé un peu et ils n'ont pas senti le danger du tout. Donc voilà, nous restons vigilants. Allez-vous à la rencontre d'autres familles ou vous restez plutôt entre vous? Alors ça dépend. Ça dépend, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ça dépend de l'état d'esprit du moment et s'il y a trop de relations sociales ou pas. Et puis la typologie aussi des enfants. Est-ce que ce sont des enfants calmes, posés ou plutôt assez punchy? Et donc en fonction de ça, voilà, on fait aller. Et c'est un peu dur à gérer parce qu'en fait, alors on voit pas forcément tout le temps du monde, mais quand il y a d'autres enfants, ils veulent aller tout le temps avec. Oui, ils recherchent. Ils recherchent vraiment, mais du coup c'est un peu c'est un peu déjà compliqué à gérer pour nous. Et puis après, on a le... après, c'est tout ou rien, quoi. Donc ouais. Et puis c'est beaucoup d'un coup, donc c'est difficile après. Nous, on patauge un peu après avec tout ce que cela engendre. Donc du coup, nous, on met aussi un peu le haut là. Par moment, on s'isole. Et ça, on sait que c'est les personnes avec des enfants atypiques le font aussi sur Terre. Des fois, tu t'isoles un peu parce que c'est trop. Donc voilà, mais après c'est dommage, parce que par exemple là au San Blas, n'importe quoi, au Perlas, ça fait plus de 3 semaines qu'on est là, on a rencontré 2 jours un bateau avec des enfants. Et le reste du temps, alors ça nous a fait du bien aussi d'être tous les 4 en famille. Mais c'est vrai. Ils n'ont pas trop réclamé non plus. Non, ils n'ont pas trop réclamé, mais c'est vrai qu'on aurait besoin un petit peu de sociabilisation quand même. Surtout qu'on a vécu pas mal de choses. Oui, mais ça fait du bien aussi de se poser un peu. Enfin bref, voilà tout ça pour dire qu'il y a des moments où il y a beaucoup de sociabilisation et c'est presque trop. Et des fois il n'y a pas du tout de sociabilisation et c'est presque trop peu. Donc l'équilibre est des fois difficile à trouver et ça, tu peux pas trop commander ça, quoi. À quel moment de la vie courante à bord cela coince-t-il et que le repli dans la bulle s'opère avec son lot de communication difficile? On a peut-être déjà abordé, mais juste, voilà, il y a la fatigue qui va créer des problématiques. Il y a les changements.
Les transitions, des fois, quand il y a quand même des fois des transitions où on est un peu plus rapide parce qu'on a un rendez-vous avec quelqu'un ou comme ça, là ça coince tout de suite. On a des rendez-vous des fois. Quand on a plus de relations sociales et aussi quand nous on a moins de patience, qu'on est un peu plus fatigué. Donc voilà les moments où ça coince à bord. Après repli dans la bulle. Naël n'est pas forcément un enfant qui va se replier énormément. Non, d'ailleurs, on lui dit des fois d'aller se poser un peu et de se... Voilà. Il est beaucoup en contact avec nous. Quand il fait ses activités, ses passions, il faut qu'il soit à côté. Il a de la peine encore à être seul dans sa chambre. Il va y aller quand vraiment il y a une grosse crise et là, il va s'enfermer dans sa chambre un petit moment, mais c'est jamais très très long. Par contre, voilà, il y a les cris, mais d'être vraiment seul, c'est assez rare. Et donc, au contraire de cette question, c'est quelles sont les situations où tous les possibles sont ouverts? Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est qu'on part à la découverte. Il a une telle soif de découverte, d'apprentissage, est assez ouvert à tout. Et du coup, là, je pense que tous les possibles sont possibles. Croyez-vous en l'école inclusive? Alors oui, moi je crois complètement. Oui, on n'y pas, mais oui. Je crois complètement à l'école inclusive. Par contre, je pense que il y a une nécessité d'avoir des aides pour l'enfant et des adaptations. Parce que il y a des moments. Alors c'est hyper important parce qu'en fait les personnes autistes les relations sociales ne sont pas innées, donc elles vont apprendre en fait en contact de leur père. Donc c'est hyper important en fait l'école inclusive. Et mais à contrario, il faut aussi mettre des adaptations parce que peut-être l'apprentissage ne va pas être autant autant efficace en fait, parce que si il y a beaucoup de bruit dans la classe, que l'enfant n'arrive pas à se concentrer, du coup il va pas forcément, même s'il a des super capacités, il va pas réussir en fait à apprendre. Donc il y a peut-être des moments où il faudrait être à la maison avec peut-être au lieu d'avoir le français à l'école pendant X heures, et tu fais 1 à 2 heures par semaine en face à face, et je pense que l'enfant apprendra beaucoup plus. Par contre, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait le contact avec leur père. Et, mais pour ça, il faut que les enseignants aussi soient formés. Ouais, ça c'est la question d'après. Oui. Mais je voulais aussi dire que c'est pas que pour les enfants autistes que l'école inclusive est importante, c'est aussi pour les personnes dites normales, neurotypiques. Et parce que ils ont aussi besoin d'apprendre qu'il y a des différences, qu'on ne fonctionne pas tous pareil, et ce n'est pas que c'est un échange, c'est une entraide, et que c'est à chacun de faire un pas les uns vers les autres pour être égalitaire. Comment enseigner aux enseignants la différence? Après, je pense que c'est important qu'il y ait dans le cursus scolaire, qu'il y ait une formation déjà, soit... Alors, on ne sait pas non plus pareil, on ne sait pas comment ils sont formés, les enseignants, mais après, nous, ce qui nous paraît logique, c'est déjà d'avoir une bonne formation avec peut-être un cursus spécial là-dedans, en fait, pour pouvoir développer. Là, on parle de l'autisme et tous les handicaps. Tous les handicaps, tout à fait. Après, ce qui peut être bien, c'est aussi qu'il y ait des interventions de psychologues en milieu scolaire, que les enseignants osent demander aussi de l'aide, en fait. On peut pas, je pense pas qu'on puisse travailler tout seul, en fait. C'est une entraide, il faut travailler à plusieurs. C'est comme ça qu'on est plus fort et plus efficace. Et après, je trouve ça super, c'est quand il y a des enfants autistes qui, même à un âge peut-être un peu plus avancé ou pas, où il y a en fait la psychologue qui vient en début d'année, quand c'est un enfant qui est en fait scolarisé en classe ordinaire, et ils viennent échanger sur l'autisme. Les enfants de la classe peuvent poser les questions sur le fonctionnement, et ça rapproche et ça crée un lien en fait tous ensemble. Donc ça, c'est des petites pistes que nous on trouve ça chouette et ça met importantes. les bases, en fait.
les bases de la compréhension de l'autisme pour tout le monde. Voilà, et puis enlever ces moqueries, les non-dits, les rejets. Faut arrêter. Hein. Je pense que on est assez développé pour pouvoir. On développe plein de choses. Psychologiquement, il faut aussi qu'on se développe de ces points-là. N'avez-vous pas été angoissé par le fait que le jeune marin voyageur autiste ne devienne ingérable pendant la longue traversée du Pacifique? Donc la dernière question. Elle est pour toi. Elle est pour moi. Alors oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont fait, ce qui s'est passé. C'est sûr. Après, on fait ce voyage. Il y a plein de points positifs pour Naël. Après, je pense que en tant que maman, il y a des choses que j'ai peut-être peur que ça ne lui convienne pas, comme par exemple passer 30 jours en mer. Donc effectivement, il y a certainement un peu de ça. Et aussi, oui, quand on a fait le retour en arrière, c'était impressionnant. Naël, c'était vraiment impressionnant. Hein. Il commençait à plus être gérable. Alors ça a passé assez rapidement, mais on ne sait pas en fait en mer. C'est quand même un milieu enfermé, clos. Tu peux pas partir quoi. Donc tu sais pas en fin de compte comment les personnes peuvent réagir. Donc oui, sachant que Naël a quand même un fonctionnement différent, oui, c'est possible. Au bout de 15 jours, qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive plus à le gérer? Donc c'est des suppositions. Après, parce que le maximum qu'on ait fait pour l'instant c'est 7 jours. Ouais. Donc voilà, on ne sait pas, mais c'est effectivement une possibilité. Après, peut-être oui, mon instinct maternel a joué en faveur de ce changement de cap. Voilà, on espère que... Quoi, t'es triste? Non, pas du tout. Bon bah... Voilà, on a fait le tour des questions. À l'heure où vous regardez cette vidéo, Patrice sera en train de traverser le Pacifique. Et voilà, on a hâte de partager avec vous la suite, que ce soit la suite aventurière, de voyage, de découverte, et autant sur la différence et voilà, d'ouvrir encore plus, toujours plus loin, et je me tais. Non, pourquoi? Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, même en message privé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre aussi des commentaires, voilà, avec douceur, hein, parce qu'on essaye de... c'est un partage, hein, voilà, on veut juste de la douceur, et c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous, d'échanger. Donc n'oubliez pas de vivre vos rêves, de créer un vent de liberté, d'ouvrir l'horizon sur l'autisme. On vous embrasse fort, prenez soin de vous, et à tout bientôt. À bientôt les voyageurs. Bye bye. Ciao ciao.